J'étais en travaux dirigés. Donc, vous allez traiter un exercice pour savoir comment trouver les solutions de ce type d'équation avec grand A, un vecteur non nul. Alors, on montrera dans les travaux dirigés que le vecteur A et le vecteur B ne sont pas quelconques dans le cas général. En fait, ils doivent être perpendiculaires entre eux. Donc, si je multiplie la deuxième écriture de l'équation à résoudre, c'est-à-dire A vectoriel x égale B, si on multiplie les deux membres par le vecteur A, on voit très bien que A scalaire B est égal à 0. Donc, c'est ce qu'on appelle la condition d'existence des solutions. Alors, si on applique cette condition à notre vrai problème, on remarque que cette condition elle est déjà vérifiée. Donc, si je multiplie grand R par le secondement, on voit très bien, en appliquant l'expression de alpha, que cette condition-là, elle est bien vérifiée. C'est-à-dire que le produit scalaire est égal à 0. Donc, les solutions de cette équation existent. Alors, en travaux dirigés, vous allez savoir comment trouver les solutions. Donc ici, on va juste appliquer l'expression générale de ces solutions. Donc on montre que l'inconnu QP, c'est un nombre réel quelconque fois la résultante, c'est-à-dire fois le vecteur A, moins 1 sur R au carré, c'est-à-dire moins 1 sur A au carré, qui multiplie le produit vectoriel de A par B, ici, qui multiplie le produit vectoriel de R par l'expression alpha R moins M au point Q. Donc, en éliminant le produit vectoriel nul, on trouve la forme simplifiée qui est donnée juste après. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas une seule solution, on a une infinité de solutions puisque lambda, il peut prendre des valeurs quelconques dans l'ensemble des nombres réels. Alors, peut-on donner une interprétation géométrique à cette solution générale qui dépend de lambda? La réponse est oui. Il suffit de décrire la solution générale sous forme de lambda R plus QP indice 0. Alors pourquoi cette notation QP indice 0? Parce que si je prends lambda égale 0, j'ai QP égale une valeur particulière qui correspond à lambda égale 0, que je note ici QP 0. Donc QP 0, c'est un vecteur connu aussi. Première remarque sur cette forme-là, c'est que lambda R, la première composante de cette solution générale, scalaire QP0, c'est égal à 0, puisque dans QP indice 0, il y a le produit vectoriel R par M au point Q. Donc c'est un vecteur, le produit vectoriel est automatiquement perpendiculaire à R. Donc le produit scalaire de lambda R par QP0 est un scalaire nul. Par conséquent, nous avons une représentation triangulaire Donc, si je trace tout d'abord à partir du point Q qui est connu par hypothèse, si je trace le vecteur QP0, comme l'indique la figure, pour un lambda quelconque, il faut construire la composante lambda R de manière perpendiculaire à QP0 pour avoir enfin le vecteur QP. Donc, vous avez à chaque fois une représentation triangulaire
c'est uniquement lambda R qui varie à chaque fois. Donc vous avez des exemples, lambda égale 0, lambda positif, lambda négatif, etc. Donc à ce niveau-là, on remarque très bien que les points P, solution du problème de départ, à savoir, est-ce que c'est possible que le champ M soit collinaire à R? Ben oui, à condition que la résultante ne soit pas nulle. Les solutions existent et ces points solutions sont situés sur une même droite qui est notée delta et qu'on appelle tout simplement axe central du torseur considéré. Maintenant, après avoir montré que tout torseur à résultante non nulle possède un axe caractéristique appelé axe central, c'est le lieu géométrique des points P tels que le champ antisymétrique est collinaire à la résultante, à sa résultante, grand R. Alors on va voir maintenant une autre interprétation de l'axe central, c'est que l'axe central, qui est ainsi défini, c'est aussi le lieu géométrique des points P tels que la norme du moment est minimale. Alors vous avez ici une démonstration simple et détaillée. Donc on va considérer un point P quelconque et un autre sur l'axe central. Pour simplifier la démonstration, le point qu'on va choisir sur l'axe central, ce n'est que la projection orthogonale du point P sur l'axe central. Pourquoi? Parce qu'on connaît déjà que pour tous les points de l'axe central, le moment est le même. Donc pourquoi pas choisir la projection H du point P comme point particulier de cet axe-là. Donc il est clair que le moment, d'après la relation de Varignon, que le moment au point P qui n'appartient pas à delta, c'est égal au moment au point H comme point de l'axe central delta, plus R vectoriel HP. Ça, c'est la relation de Varignon qu'on a déjà présentée. Il suffit de lever les deux membres de cette égalité au carré, parce qu'on va comparer les normes. Remarquez que dans la deuxième égalité, on a remplacé le moment au point H de l'axe delta par alpha R, d'après la définition de l'axe central. Et on remarque aussi que dans le second membre, les deux vecteurs qui sont situés entre les crochets sont perpendiculaires, ce qui fait que on peut écrire la relation suivante, l'égalité suivante, pardon, de la manière suivante. Alors, normalement, dans le produit vectoriel R par HP, le vecteur HP, il doit y avoir un sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Comme R et HP sont perpendiculaires, pourquoi? Parce que R il est parallèle à l'axe central, HP c'est perpendiculaire à l'axe central, puisque H c'est la projection orthogonale de P sur l'axe central. En fait, le sinus de l'angle entre les deux vecteurs, c'est le sinus de pi sur 2. C'est pour cela qu'on a l'expression finale que vous voyez sur votre écran. Bah, la démonstration est définie à ce niveau-là. Si je compare le carré de la norme
du champ M en un point quelconque de l'espace par rapport au carré de la norme du champ M au point H, c'est-à-dire alpha R, donc au carré, on voit très bien que le premier carré correspondant à M de P est supérieur à la norme du champ M sur l'axe central, puisque vous avez à droite la somme de deux quantités positives. Donc si on prend la racine carrée en positive, donc en fait nous avons la norme du champ P, du champ M en un point P de l'espace est toujours supérieur ou égal à la norme du champ M en un point de l'axe central. Donc si P se trouve sur l'axe central, on a l'égalité stricte. Alors, on va voir dans la suite une autre propriété des torseurs concernant la décomposition d'un torseur quelconque à résultante non nulle sous forme d'une somme d'un torseur couple et d'un torseur glisseur. Cette décomposition est appelée décomposition canonique. Alors, considérons un torseur tau non nul, bien sûr, sinon la démonstration n'aura pas de sens, et qui est défini en un point Q par ses éléments de réduction, grand R, et la valeur du champ antisymétrique M au point Q. Alors, admettons que ce torseur s'écrit sous la forme d'un torseur glisseur qui est défini au même point Q, plus un torseur couple qui est aussi défini en ce point. D'après l'opération égalité de deux torseurs, on peut déduire que la résultante du torseur initial c'est égal à la résultante du torseur glisseur plus la résultante du torseur couple. De même, le moment du torseur initial au point Q, c'est le moment du torseur glisseur au point Q plus le moment du torseur couple au même point Q. Donc théoriquement, il faut qu'on montre l'existence des éléments de réduction des deux torseurs, glisseur et couple. Donc pour l'instant, a priori, on a plusieurs inconnus à préciser, à déterminer. Heureusement qu'on a des propriétés intéressantes puisque la résultante du couple est un vecteur nul, donc la résultante du glisseur est égale à la résultante R qui est connue. Donc à ce niveau-là, les deux résultantes sont déjà déterminées. Alors dans la deuxième égalité, on a juste rappelé que le champ associé au torseur couple est un champ uniforme, c'est pour cela qu'on n'a pas précisé dans l'égalité le point Q pour définir le moment du champ du torseur couple.
Nous devons savoir aussi que l'invariance scalaire du glisseur est par définition égale à 0. C'est-à-dire que le moment du glisseur est perpendiculaire à la résultante du glisseur. Autrement dit, le moment du glisseur est perpendiculaire à la résultante R. Donc ça, c'est déjà une information intéressante. Alors, si on calcule l'invariance scalaire du torseur initial, c'est M de Q scalaire R, comme le moment du glisseur perpendiculaire à R, donc l'invariance scalaire considérée est égale aussi au moment du couple scalaire R. Du point de vue géométrique, le moment du couple, qui est un vecteur inconnu, possède la même projection que le moment M, qui est déjà connu, suivant la direction de la résultante R. Donc c'est une information supplémentaire intéressante. Alors pour continuer la démonstration, on va se baser sur cette figure-là, puisque la résultante du glisseur, elle est la même que la résultante du torseur initial. Donc les deux torseurs, torseur initial et le torseur glisseur, ils ont des axes centraux qui sont parallèles. Alors, dans cette figure-là, on a précisé un point Q de l'axe central delta, sa projection H sur l'autre axe central delta indice G, et un point quelconque P de l'axe central du glisseur qu'on doit préciser. Puisque l'invariance scalaire du glisseur est nulle, on sait très bien que la valeur du champ antisymétrique du torseur glisseur elle est nulle sur l'axe central qui lui est associé. Puisque l'axe central, c'est l'ensemble des points P tels que le moment où le champ est collinéaire à la résultante. Or, alpha, le coefficient alpha, contient déjà l'invariance scalaire du glisseur. Donc ici, le champ antisymétrique associé au torseur glisseur est nul sur l'axe delta indice G. Donc on va essayer d'associer le champ M au point Q au champ M au point P en se basant sur cette figure-là. Alors, comme le moment du glisseur est nul sur l'axe central delta G, ben, le moment initial au point P de cet axe-là se réduit au moment du couple. Alors par la suite, on peut utiliser la relation de Varignon pour le champ M en utilisant les points Q et P. Alors, puisque le vecteur QP c'est égal aussi au vecteur QH plus le vecteur HP, et que le vecteur QH et que le vecteur HP est collinéaire au vecteur R, la résultante R, et bien cette égalité s'écrit sous la forme finale suivante.
Donc, c'est l'expression du moment associé au torseur couple. Mais remarquez ici qu'il dépend à la fois des éléments de réduction du torseur initial et de la distance entre les deux droites delta et delta indice G, puisque le vecteur QH, son module, c'est égal à la distance entre les deux droites considérées. Donc, les deux droites, la distance entre les deux droites il est arbitraire, ça veut dire ici il y a une infinité de solutions pour le moment associées au torseur couple. Et parmi cette infinité de choix, on choisit celle qui correspond au fait que les deux axes sont confondus. Si les deux axes sont confondus, c'est là qu'on obtient la décomposition canonique unique pour les différents éléments qui composent le torseur initial. Alors, d'après ces deux expressions, on remarque que le moment du torseur couple est parallèle à la résultante R. Donc, c'est pour cela on appelle ça dans la littérature la composante parallèle dans cette décomposition canonique. Et que la composante correspondante au moment du glisseur, elle est perpendiculaire à la résultante R, on peut le vérifier facilement. C'est pour cela qu'on appelle cette deuxième composante la composante perpendiculaire. Dans la littérature, vous pouvez voir comme écriture que le moment d'un torseur quelconque, c'est la somme d'une composante dite parallèle et d'une composante dite perpendiculaire. Par la suite, on va donner un petit rappel sur l'application antisymétrique associée à n'importe quel champ antisymétrique. Donc, à tout champ antisymétrique, on peut associer une application antisymétrique qui est donnée par deux définitions. Alors, la définition numéro 1, c'est que l'application antisymétrique qui est notée ici L, qui agit sur le vecteur AB, en fait L de AB, c'est la différence M de B moins M de A. Donc d'après la relation de Varignon, L de AB, ça revient au produit vectoriel de la résultante R par le vecteur AB. De façon générale, l'application antisymétrique qui agit sur un vecteur arbitraire A, ça revient au produit vectoriel de la résultante R par ce même vecteur petit a. Cette même application antisymétrique peut être définie sous une autre forme, c'est que quel que soit le couple AB, nous avons cette relation-là qui traduit la définition d'une application antisymétrique. Alors, on montre que les deux définitions sont équivalentes. Par exemple, si j'utilise la définition 1, on montre facilement la définition 2, mais la démonstration dans le sens contraire exige un calcul théorique un peu détaillé, plus détaillé. Alors, peut-on préciser la relation entre le vecteur R, la résultante R, et cette application antisymétrique?
On sait très bien que d'après la définition 1, on voit très bien la liaison, c'est que l'image d'un vecteur petit a par l'application antisymétrique, ça revient à faire le produit vectoriel de la résultante R par ce vecteur arbitraire. Quelle est l'expression de la résultante R qu'on appelle ici le vecteur adjoint, en fait, qui remplace l'application antisymétrique lorsqu'il est appliqué à un vecteur arbitraire petit a? Quelle est son expression en fonction des données? Alors, les données, donc, on va supposer, on va se donner une base orthonormée directe E1, E2, E3. Et on sait très bien, d'après la définition 1, que l'image de n'importe quel vecteur de cette base par l'application antisymétrique, ça revient à R vectoriel EI. Donc, on admet ici, dans cette égalité, que l'application est connue, la base et les données. Donc, on va essayer de chercher une expression analytique de la résultante R, qu'on appelle vecteur adjoint de l'application antisymétrique. Donc, c'est la même égalité, mais qui est arrangée sous la forme de l'équation vectorielle qu'on a vue précédemment, l'équation qui est appelée la division vectorielle. Donc, cette équation s'écrit aussi sous forme de A vectoriel grand X égale grand B, où grand X, ici, c'est l'inconnu, donc ça représente R qu'on veut chercher sans expression, et les autres vecteurs A et B sont supposés connus. Donc là, on tombe sur la même équation qui est standard. Dans la solution générale, elle est connue une fois pour toutes, donc il suffit de l'appliquer ici. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, n'oublie pas que I, c'est un indice particulier. Donc, il peut être égal à 1, ou bien égal à 2, ou bien égal à 3. Ça veut dire qu'il y a 3 possibilités pour la valeur de l'indice I. Alors, on appelle un indice qui prend une valeur particulière indice libre. Donc, I est appelé ici un indice libre, puisqu'il prend ou bien la valeur 1, ou bien la valeur 2, ou bien la valeur 3. Alors, puisque la base elle est normée à l'unité, donc la norme que vous voyez dans la première égalité, elle est égale à 1. Donc, vous avez l'écriture finale en bas de la résultante R. Mais en fonction d'un paramètre lambda qui, pour l'instant, a priori, c'est un nombre réel quelconque. Mais en fait, on va montrer ici que lambda n'est pas quelconque, il a une signification bien précise. Dans le cas d'une application antisymétrique. En effet, si je cherche la composante du vecteur R suivant un vecteur de la base EI, donc si on multiplie la dernière égalité scalairement par EI, on obtient lambda, c'est grand R fois EI. C'est-à-dire, c'est la composante R indice I de la résultante R avec I qui peut prendre la valeur 1 ou 2 ou 3. Bon, à ce niveau-là, on doit préciser que lambda, c'est un paramètre indiciel avec un indice. Donc, si on écrit de nouveau l'expression de la résultante c'est lambda fois EI, mais lambda, on peut l'écrire, c'est la composante RI. Donc, R, c'est
la composante RI fois EI, plus EI vectorielle L de EI, avec I égale à 1, ou bien 2, ou bien 3. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'on peut écrire la résultante de 3 façons qui sont équivalentes. Pour I égale à 1, pour I égale à 2, pour I égale à 3, mais c'est toujours le même vecteur, R. Alors, dans la pratique, on essaie de faire la somme de ces 3 expressions. Et comme la somme de RI fois le vecteur unitaire EI égale tout simplement au vecteur initial R, on obtient l'expression finale de la résultante R en fonction des vecteurs de la base EI et de leur image par l'application antisymétrique L. Donc I ici, c'est un indice de sommation qu'on appelle aussi indice muet. Alors en bas de ce diapo, j'ai enlevé le symbole de la sommation en utilisant ce qu'on appelle la convention d'Einstein pour les sommations. Donc si on enlève le symbole de sommation, il faut indiquer à côté que I, ce n'est pas un indice libre, c'est un indice muet. Ça veut dire qu'il y a une sommation derrière ce produit vectorien. Alors, si j'applique la définition 2 de l'application antisymétrique aux différents vecteurs de la base orthonormée directe E1, E2, E3, on remarque que EI scalaire L de EJ, c'est-à-dire EI scalaire l'image de E indice J par L, plus E indice J scalaire L de EI, c'est-à-dire on permute les indices. Si on fait la somme avec permutation d'indices, c'est bien égal à 0, d'après la définition 2 de l'application antisymétrique. Ça veut dire si je prends J égale à I, ben on trouve E1 scalaire L de E1, c'est aussi E2 scalaire L de E2, c'est aussi E3 scalaire L de E3, c'est égal enfin à 0. Mais si je prends deux indices différents, le produit scalaire EI par L de EJ, c'est l'opposé de EJ par scalaire L de EI. C'est-à-dire, si on permute les indices, ben, il y a un signe moins qui intervient en conséquence. Alors, pour définir l'application antisymétrique, bon, par exemple, si on prend l'image de EI par l'application antisymétrique L, ça c'est un vecteur, on peut l'écrire sous forme d'une combinaison linéaire dans la base EI. Donc, il y a 3 vecteurs de la base, donc on doit utiliser 3 composantes, RIJ ou bien RJI. Donc, il y a un choix sur la position des indices. Donc, le premier indice de petit r, la composante petit r, représente la projection. Et le deuxième indice représente le vecteur sur lequel on applique l'application antisymétrique. Donc, d'après les résultats juste précédents, on a RII égale à 0 à chaque fois. Si I égale à 1, 2, 3, donc R indice II égale à 0. Et que RIJ égale à moins RJI pour I différent de J. Ça veut dire que dans la sommation, il va rester 2 termes, puisque les termes qui contiennent des composantes à indices identiques, ils sont nuls.
Maintenant, nous allons voir une autre écriture de la résultante grand R en considérant les produits scalaires de la résultante en question suivant les trois vecteurs de la base orthonomique directe E1, E2 et E3. Par exemple, si on s'intéresse à la première composante de la résultante, on remplace grand R par son expression donnée précédemment sous la forme d'une sommation de trois produits vectoriels. Et dans ce produit mix, on remarque qu'il y a un produit mix qui va être nul. Par exemple, ici, si on prend I égale à 1, nous avons un produit mixte avec deux vecteurs identiques, donc ce produit mixte il est nul. Donc il reste les deux autres, pour I égale à 2 et I égale à 3. Dans ces deux produits mixtes, si on applique la permutation circulaire sur les vecteurs qui constituent ces produits mixtes, deux fois, successivement, deux fois, on obtient cette expression plus simple. En effet, on obtient des produits vectoriels exprimés uniquement à l'aide des vecteurs de la base orthonormée directe. Et finalement, on trouve cette forme. Or, le deuxième produit scalaire ici, c'est l'opposé du premier, si on permet les indices. Eh bien, si on permet les indices, on obtient exactement cette expression. Donc, la première composante de la résultante suivant E1, c'est tout simplement le produit scalaire de E indice 3 par L de E indice 2. C'est-à-dire, c'est la composante petit r indice 3, 2. Par analogie, on peut trouver les autres composantes de la manière suivante. En résumé, les trois composantes de la résultante sont données directement en fonction des composantes petit r indice IJ. Alors maintenant, quelle est la matrice associée à cette application antisymétrique? Il suffit d'écrire matriciellement l'image d'un vecteur arbitraire petit a par cette application antisymétrique, c'est-à-dire traduire matriciellement le produit vectoriel grand R vectoriel petit a. Alors dans ce cas, on montre que ce produit vectoriel, du point de vue matriciel, c'est le produit matriciel d'une matrice antisymétrique par la matrice colonne constituée des composantes du vecteur arbitraire petit a. Soit en utilisant les relations qui sont juste au-dessus, et l'application antisymétrique, et peut être représentée par la matrice antisymétrique qui est exprimée en fonction des composantes petit r indice IJ. Dans cette écriture-là, le premier indice de chaque composante RIJ signifie le numéro de la ligne et le deuxième indice signifie le numéro de la colonne. Pour remplir cette matrice, il suffit de se donner une application antisymétrique, c'est-à-dire se donner automatiquement un champ antisymétrique pour pouvoir calculer
par exemple, les trois composantes de cette matrice qui sont situées au-dessus de la diagonale. Ce sont les composantes utiles pour ce remplissage. Donc, par exemple, on peut calculer la composante R1,2, R1,3, R2,3 et compléter la matrice en appliquant l'antisymétrie. Donc, une fois qu'on a la matrice antisymétrique, on peut déduire automatiquement les trois composantes du vecteur grand R, c'est-à-dire de la résultante grand R. Ainsi prend fin cette première partie du cours. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine partie.